Bonjour à tous. J'aimerais vous partager une magnifique aventure que j'ai vécue avec mon vélo. J'espère que cette première vidéo vous plaira et je serai très heureux si ça en inspire certains pour leur futur projet de voyage. L'objectif était d'effectuer la baie de Somme, de me rendre à Bruges en Belgique, d'aller aux Pays-Bas, à Cologne en Allemagne, puis au Luxembourg, avant d'entamer mon retour chez moi, à Montmorency. Ce parcours faisait en théorie 1280 km, et j'avais prévu de le faire en environ 3 semaines. A la base, il était juste prévu qu'avec mon ami Thomas, on monte puis on redescende la baie de Somme en 2-3 jours. Finalement, j'ai eu connaissance des routeurs au vélo, qui permettent de parcourir des pays en étant sur des routes dédiées à notre transport. J'ai donc voulu faire ça en plus grand, surtout en passant par l'Eurovélo 15 qui m'avait l'air vraiment sympathique. Cet itinéraire me semblait parfait pour un début. Je n'étais pas expérimenté en vélo, je passais par des fleuves près du niveau de la mer, donc qui évitent les montées, et des pays qui ont une plus grande culture du vélo. Sinon j'étais assez limité sur l'argent, j'avais prévu d'être le plus autonome possible, donc j'avais opté pour dormir en tente, et d'être assez minimaliste sur tout le reste. Mes parents m'ont directement accompagné à Amiens en voiture. Ils voulaient commencer en pleine forme la baie de Somme, qui reste le début de l'aventure. Une fois arrivé, Thomas m'a fait visiter la ville. Amiens a une très jolie cathédrale et une architecture à base de briques rouges qui la rend vraiment authentique. C'est une ville aérée avec de grands boulevards qui permettent l'aménagement de pistes cyclables. Le général qui s'appelait Marius qui a eu cette idée, que chaque homme porte son paquetage. À 15 km d'Amiens se trouve l'archéosite Samara. Ce dimanche 14 juillet, c'était un défilé militaire assez différent de celui qu'on a l'habitude de regarder. Plein de passionnés étaient disposés à échanger. Nous avons rencontré Benoît et ses amis de la 11e Légion qui nous ont beaucoup appris sur la vie quotidienne du légionnaire, et également sur les reconstitutions qu'il faisait. Chris, lui, est membre d'ACTA, la reconstitution de combats historiques. Des combats de gladiateurs aux Jeux Olympiques, il tente d'être au plus proche de la réalité grâce aux travaux d'archéologues, d'historiens et de sportifs. Enfin, nous avons parlé à César, le légat de la Légion. Ses connaissances étaient vraiment précieuses. Derrière lui se cache René Cuben, agrégé d'histoire et professeur d'université. Il incarne le rôle à merveille. Il y avait tout un tas de personnes, venues d'horizons et de pays différents, unies par la passion de l'histoire et la volonté de la retranscrire. Le lendemain, on peut dire que l'aventure à vélo commençait réellement. Nous partons du parc Saint-Pierre à Amiens, et quel plaisir de pédaler sur une route aussi tranquille. À l'extérieur de la ville, les paysages étaient vraiment sympathiques, malgré le temps grisâtre au-dessus de nous. La Somme à côté donnait un aspect très reposant. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés à Bourdon pour déjeuner et visiter un cimetière allemand de la Seconde Guerre mondiale. Alors je me suis séparé de Thomas à Raucourt-sur-Somme, qui est un village à mi-chemin entre Amiens et Saint-Valery. Il est 17h et je dois planter ma tente. Alors j'ai demandé à 2 personnes si je pouvais planter ma tente dans leur jardin, mais ils m'ont tous deux redirigé vers un terrain de football que la mairie mettait à disposition pour camper. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu que ça crée du contact, mais ce sera pour une autre fois. Faut dire que j'étais quand même soulagé d'avoir trouvé un endroit où dormir et où je n'aurais pas pu être embêté. Il y avait des vestiaires juste à côté avec une source d'eau, donc c'était pas mal non plus. Voilà, donc il y a un centre aéré juste à côté, ça me permet de pas trop me sentir seul et l'animatrice m'a proposé de faire un loup-garou juste après, donc ça va être cool. Voilà, alors là il fait 9 degrés, à 3h du matin, j'arrête pas de me faire réveiller par le froid. C'était une nuit très difficile.
Mon sac de couchage était vraiment très mauvais isolant. J'ai mis tout ce que je pouvais sur moi, y compris des couvertures de survie. Mais ça ne suffisait pas. La température très fraîche que l'on retrouve en campagne est un facteur qui m'était totalement sorti de la tête. Et j'en ai payé les frais cette nuit-là. Le lendemain matin, je me remets sur la baie de Somme qui se trouvait juste à côté. Toujours avec un temps couvert, pas très motivant. Le soleil arrive, et je reçois une grande motivation pour pédaler. Le paysage, qui était quand même assez répétitif, change totalement, et je retrouve beaucoup plus de cyclistes qu'hier. J'entre à Saint-Valery et j'aperçois un train à vapeur du 19e siècle. Il y a dans lesquels on peut monter pour visiter la baie de Somme, comme à l'époque. Alors je ne sais pas si je vivais dans une grotte, mais je n'avais jamais entendu parler de Saint-Valery. En tout cas, j'ai trouvé cette ville vraiment charmante, malgré le fait que ce soit pas mal touristique. J'avais terminé la baie de Somme et je devais me diriger vers ma prochaine destination, Bruges. Pour me déplacer, j'utilisais l'application GeoVélo, un GPS destiné aux cyclistes. Comme je mettais un trajet sécurisé, je passais par des petites routes de campagne et dans des petits villages vraiment sympathiques, parfois difficiles à passer. Pour trouver de l'eau, c'est pas compliqué. Personne vous le refusera. Et pour avoir de l'eau à volonté, afin de se laver par exemple, eh bien, il faut aller dans les cimetières. Si l'eau n'est pas potable, c'est marqué dessus. Il est 17h et j'arrive dans un petit village qui s'appelle Domvast. Je demande à la mairie s'il y a un endroit où je peux poser ma tente. La secrétaire me propose très gentiment de la planter près du terrain de football abandonné. Encore une fois. Alors pour recharger mon matériel, j'avais ramené une batterie externe et un panneau solaire, qui, je dois le dire, ne marchait pas très bien. Donc quand je voyais des prises externes comme celle-ci, j'étais vraiment content. Pour ce qui était de la nourriture, je tâchais surtout d'avoir un apport suffisant en protéines et en fibres. Je complétais avec des féculents, généralement du pain, pour être rassasié. Au début, je faisais souvent des stocks de conserves pour 2-3 jours, histoire d'éviter de laisser mon vélo dehors en faisant les courses. Mais finalement, ça rajoutait beaucoup de poids, et je suis devenu de plus en plus minimaliste durant le reste du voyage. Voilà, donc encore une nuit dans le froid. J'avais mis mes vêtements à sécher là-bas, là, du coup, j'ai pas pu les utiliser, mes grosses chaussettes et mon pantalon, alors qu'il faisait vraiment très très froid. Donc je me suis enroulé dans la couverture de survie, mais ça a vraiment pas suffi, quoi. Je me suis réveillé au moins 3-4 fois. Je me dirige alors vers Bruges en Belgique. Il y a environ 140 km à faire, mais j'étais déterminé à y arriver en soirée. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je me retrouvais vraiment en pleine campagne toute la journée, empruntant des chemins très difficiles à prendre car mal entretenus. D'après GeoVélo, c'est moins risqué que des départementales, car moins de trafic. Mais en réalité, la qualité des chemins terre est un périple qui peut s'avérer vraiment dangereux. Je finis donc par prendre des départementales, mais elles me conduisent sur une nationale où les véhicules roulent vraiment vite, et avec le poids que j'avais à l'arrière, j'étais facilement déséquilibré. Il fallait que ça change. J'étais très frustré car je n'avais pas la sensation d'avancer. C'était dur et mon moral en a pris un gros coup. À Esdin, je vais à la poste pour envoyer tout ce qui peut m'alléger. Sur 17 kilos, j'en renvoie 6 chez moi. Ça me coûte 22 €. Et parmi toutes mes affaires, j'ai fait le choix de renvoyer ma tente qui pesait presque 3 kilos. Vous vous en doutez, cela compromettait fortement mon organisation. J'ai fait ça pour être le plus minimaliste possible afin de privilégier les performances. Mais est-ce que c'était une bonne idée ? Sur le moment, j'étais persuadé que non. J'avais même hésité à retourner au bureau de poste pour la récupérer.
je m'arrête dans un bar tabac pour recharger mon téléphone. Je parle de ma situation aux gens du bar et c'est là que je rencontre Christophe, qui tient un gîte à Blingel. Malheureusement, il n'avait plus de place, mais il me propose cependant de me prêter une tente pour la planter dans son jardin. C'est mieux que ce que j'avais espéré. Il faut dire que je m'en étais bien tiré sur ce coup. Je me suis jamais autant retrouvé dans le jeu qu'à partir du moment où j'ai renvoyé ma tente. La sensation de ne pas savoir où dormir la nuit est certes angoissante, mais j'ai bien aimé ça. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on se rend compte de ce qui est vraiment essentiel dans la vie. J'ai super bien dormi. La première nuit où je n'avais pas eu froid. La température dehors était de 15 degrés environ et j'étais en pleine forme pour rejoindre Bruges. Je tente d'y aller vraiment le plus vite possible. J'utilise Google Maps au profit de GeoVélo. Et sur le chemin, je rencontre l'Eurovélo 5, qui va de Londres en Grande-Bretagne jusqu'aux Pouilles, en Italie. J'entre en Belgique assez rapidement. Première chose qui me surprend, ce sont les pistes cyclables dès la première agglomération. En Flandre, c'était très urbanisé et j'avais jamais la sensation de me retrouver en pleine campagne. Ensuite, le nombre de cimetières militaires de la Première Guerre mondiale est vraiment incroyable. J'ai compris que c'était un vrai théâtre d'affrontement en entrant dans Ypres, qui est tristement connu pour ça en fait, bien que j'ai fortement apprécié son architecture. L'heure tourne, mais je continue d'aller vers Bruges sans savoir encore où dormir cette nuit. Il faut dire qu'à cette heure-là, il n'y a vraiment pas grand monde dans les rues, contrairement en France. Ça facilite pas les choses. À ce moment-là, j'avais fait une centaine de kilomètres et j'étais prêt à payer une trentaine d'euros pour dormir quelque part. Je vais de village en village sans trouver un endroit où dormir. Visiblement, la zone n'était pas touristique et personne n'arrive à me renseigner. Le soleil se couche et il commence à faire nuit. Il est 21h et je tente le tout pour le tout à demander spontanément chez les gens. Alors je croise un fermier mais il travaillait jusqu'à 1h du matin. J'aperçois ensuite une dame qui, en faisant venir son mari, accepte de m'héberger dans leur garage. C'est un couple de retraités flamands, Monique et Wilfried. Ils me donnent des tartines et des prunes à manger. Après une dure journée comme celle-ci, j'avais l'impression d'être leur petit-fils et c'était juste extrêmement touchant. Alors je dors très bien, il faut dire que c'était la première fois que je dormais à l'intérieur d'un bâtiment, donc j'avais pas eu froid. J'ai pris le petit déjeuner avec Monique et Wilfried, et au moment de les quitter, je m'assure de bien garder contact avec eux. C'était vraiment une très belle rencontre. À 9h, je reprends la route de Bruges, qui se trouve à environ 30 km de Hoogleed. Voyager par vélo en Belgique est totalement différent qu'en France. On est à 95% du temps sur des pistes ou des bandes cyclables, alors qu'en France c'est l'inverse. Ça permet de faire de très longues distances en sécurité, et généralement elles sont bien entretenues. Ça explique en partie le nombre de kilomètres que j'ai fait hier. J'arrive dans l'auberge à 11h, la nuit me coûte 26 euros, petit déjeuner compris. Il est possible de laisser ses bagages le temps que la chambre soit disponible, alors j'en profite pour aller en centre-ville. Bruges est vraiment jolie. Les canaux, les ponts, les maisons, c'est une ville qui a du charme.
Je dois avouer que c'était la première fois où je me sentais dans la masse des touristes. C'était une sensation que j'ai pas vraiment appréciée. Je me suis fait plaisir en essayant les fameuses frites belges. Alors c'était très bon, mais couplé à l'auberge de jeunesse, je me rends compte qu'en fait ces deux choses à elles seules sont plus chères que l'ensemble de mes dépenses depuis le début du voyage. Alors je dirais qu'en vacances c'est évident qu'il faut se faire plaisir quand on en ressent le besoin, mais ça fait quand même réfléchir. Je rentre dans ma chambre à 17h. Je fais la connaissance de Djedje, un Philippin, et de Aurelio, venu du Lot, qui comme moi faisait un tour dans la zone en vélo. Et c'était extrêmement enrichissant d'entendre ces expériences. Je veux dire que ça a bien complété ma journée à Bruges. J'avais pas eu de conversation de la journée et c'était vraiment ce qui manquait pour le coup. Faut dire qu'aller dans une auberge, en plus de faire des rencontres, ça permet d'avoir un confort qui fait tout de même plaisir. Ne serait-ce que pour recharger mon matériel, ou encore prendre une douche et se brosser les dents. En parlant d'hygiène, ce que je faisais généralement, c'est de me laver avec un gant de toilette et du savon près d'une source d'eau. Franchement, ça suffit amplement. Je pars de l'auberge et fais un tout petit bout de chemin avec Aurelio, avant de prendre chacun notre route. Mon objectif était de rejoindre Hoek van Holland. C'est là que je prendrais une grande piste cyclable me conduisant à l'Eurovélo 5 en Allemagne. J'ai commencé à aller sur l'application Couchsurfing pour mieux anticiper mes nuits, mais difficile de trouver quelqu'un à mi-chemin de ma destination. Peu importe, je me débrouillerai. J'arrive aux Pays-Bas assez rapidement en passant par l'Écluse. Il ne m'aura fallu même pas 2 heures pour rejoindre la Zélande. Il faut dire que pour l'instant j'ai eu la chance d'avoir des conditions climatiques assez favorables. Maintenant je me rends compte à quel point on est vraiment dépendant de la météo en tant que cycliste. Il allait grêler et pleuvoir pas longtemps, mais c'était vraiment intense. Au moment de rejoindre un restaurant pour m'abriter, tout en m'engouffrant dans le sable, la pluie s'arrête. Et je rencontre un couple de Lillois, Florence et Dominique, qui semblent tomber du ciel. On s'entendait bien, alors on a fait un petit bout de chemin ensemble. Ça faisait plaisir d'être à la mer, d'avancer sans pédaler et d'avoir un peu de compagnie. Je me sépare de mes nouveaux amis à Middelbourg, où ils ont loué une chambre. Je visite un peu la ville, que je trouve très sympathique. Je fais un tour dans la place centrale et j'en rencontre ça. C'est un dry orgel, un orgue mécanique. Alors moi j'ai trouvé ça génial, mais en fait pour les Hollandais apparemment ils l'entendent tellement et les musiques sont tellement redondantes qu'ils trouvent ça un peu ennuyeux en fait. Alors là j'aimerais faire un petit peu au niveau du moral. Il y a extrêmement beaucoup de vent en fait. Donc je pense que ça doit être le fait que c'est vraiment tout près de c'est près de la mer en fait. Mais voilà, il y a beaucoup de vent et si je trouve pas un endroit où dormir ce soir, ça va être vraiment très compliqué quoi. Faut vraiment que je me mette à couvert, sinon je vais pas dormir en fait, je vais avoir très froid. Sachant qu'en plus de ça, mon pull est mouillé, puisque tout à l'heure il a plu comme jamais. Et donc faut vraiment que je trouve un endroit quoi. J'avais bien aimé les paysages, mais le vent gâchait vraiment tout. Il était parfois si fort que mon vélo en montée n'avançait juste pas. C'était je pense le moment le plus difficile que j'ai eu depuis le départ. Preuve à l'appui. Le moral il est vraiment très bas là, franchement je me prends du vent en continu depuis tout à l'heure. Ça fait ouais, vraiment un coup au moral quoi. Sachant que ici il y a personne, il n'y a pas d'habitants, j'ai l'impression, il y a que des gens qui viennent à la plage ou qui viennent faire leur sport là, je sais pas si on les voit là-bas par exemple. Mais voilà, il n'y a pas d'habitants, j'ai pas vu de maison.
peut-être qu'il y en a là-bas, je sais pas, mais je vois, il y a rien, il y a même pas une ville, quoi, j'ai l'impression, et faut que je me sorte les doigts du cul. Bon, j'avoue que je rageais un peu. Alors ça c'est un barrage, et des comme ça il y en a plein qui relient les îles de Zélande entre elles. J'ai su après qu'il s'agissait du plan Delta, le plus grand système de protection contre les eaux du monde. Ça permet de lutter contre les inondations qui avaient fait des dizaines de milliers de victimes. Sur le chemin, j'entre à Bourg. Il est 18h, je suis fatigué, il y a du vent et il est vraiment temps que je trouve un endroit où dormir. Mais la ville est très calme. Ce que je fais généralement, c'est que je demande aux personnes qui sont en face de leur maison ou dans leur jardin, afin d'avoir une réponse un peu cash. Je trouve une auberge pour cyclistes sur le chemin. J'étais prêt à payer tellement la journée fut difficile, mais il n'avait plus de place. Alors la patronne a bien voulu me prêter ses écuries pour que j'y dorme. Alors je pensais que les trous dans l'écurie allaient faire passer l'air et me faire mal dormir. Finalement j'ai dormi comme un bébé. En faisant mes courses au supermarché, je prends du Zaanlander. C'est vraiment un bon fromage que je vous recommande de goûter. Et petit conseil, aux Pays-Bas ils ne prennent pas de Mastercard, donc pensez à retirer avant. C'est intéressant de voir qu'ici, beaucoup n'attachent pas leur vélo quand ils s'en éloignent. Une mentalité un peu différente. Je prends la route de Maasluis où je devais rejoindre ma première haute couchsurfing, Janneke. C'est une ville près de Hoek van Holland et de La Haye. Maasluis se trouve juste en descendant du ferry. C'est une ville sur des canaux qui la rend vraiment sympathique. J'arrive dans l'après-midi chez Janneke, ma première haute couchsurfing. Elle était vraiment très gentille et c'était un plaisir d'échanger avec elle. Elle m'a donné des petites anecdotes sur les Hollandais et je lui ai préparé des crêpes. On a passé la soirée avec 5 autres couchsurfers pakistanais qui dormaient chez elle. C'était une première bonne expérience sur cette application. Je prends la direction de Clèves pour rejoindre l'Eurovélo 15. Normalement, il est censé y avoir une piste cyclable qui commençait à Hoek van Holland, mais je ne l'ai pas trouvée. Un Hollandais me conseille de prendre celle allant tout droit à Rotterdam, sur 20 km. Alors franchement, depuis le début du voyage, je crois que c'était le pire endroit où je suis allé. C'était très stressant. C'était vraiment très... C'était moche, hein. Franchement, c'était moche. Il n'y avait aucun charme, aucune... Bon, il y avait une petite architecture particulière, quoi, mais franchement, c'est laid, quoi. Des fois, il y avait on sentait de la misère dans la ville. Bon, comme toutes les grandes villes, mais bon, là, franchement... Vraiment, là, c'était une pas très bonne expérience, mais franchement, je m'attendais pas forcément à mieux, quoi. Je me suis dit, Rotterdam, forcément, plus grand port d'Europe, il me semble. Voilà, nécessairement, à côté, faut pas trop en demander non plus sur la beauté de la ville, quoi. Ça doit être très industriel, donc évidemment, ça gâche un petit peu le paysage. Je reprends ma route avec des douleurs aux fessiers et aux bras. On va dire que je trouve les paysages vraiment pas folichons. Je suis souvent à côté d'une autoroute, donc j'ai en plus de ça la nuisance sonore. Il est 17h et j'aperçois un village tranquille, près du fleuve.
Je décide d'y chercher un endroit où passer la nuit et au pire je tenterai autre part, il est pas tard. Au bout du deuxième essai, un couple, Roland et Barbara, me prête une chambre et une salle de bain. Ma connaissance de l'anglais est mise à rude épreuve. Je me rends compte que j'ai vraiment un mauvais niveau quand je dois parler de sujets avec un vocabulaire un petit peu plus technique. Mais avec un peu de volonté, on finit toujours par se faire comprendre. Ils m'invitent à dîner avec eux et on passe vraiment une bonne soirée que je n'oublierai pas. Là, je peux vous dire que quand vous êtes hébergé chez des gens super sympas qui vous offrent le dîner, le petit déjeuner, vous dormez bien et que vous vous réveillez, vous roulez sur le vélo et que vous voyez ça, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique et ça me motive de continuer pour le coup. Contrairement à d'autres jours là où il faisait pas très beau, là c'est waouh. Juste waouh. Le lendemain, Roland me propose le petit déjeuner, et je suis prêt à repartir pour Clèves. Après Hervinone, les paysages sont des plus beaux sous un magnifique ciel bleu. Cette journée, il faisait très chaud. Je roulais torse nu depuis hier, et je chope un coup de soleil, car j'ai mal étalé ma crème. J'avance malgré tout assez vite, et j'atteins Limègue vers 16h. C'est une jolie ville avec plein de jeunes. Dès qu'on en sort, les premières montées commencent. Il est déjà 17h, mais je veux passer la frontière aujourd'hui. C'est chose faite. J'étais enfin en Allemagne. J'étais content, mais j'allais très vite déchanter. Je recherche un endroit pour dormir en périphérie de Clèves, mais sur 5 personnes, les 5 me refusent. L'ascenseur émotionnel rentre en jeu. Je fais une grosse journée de vélo, j'avais toujours été bien accueilli depuis le début du voyage, et là, c'est pas tant le fait de se voir prendre des refus, mais surtout le fait que les personnes à qui j'ai demandé n'avaient aucune empathie. Et ça m'a vraiment pas donné envie de demander à d'autres personnes. Finalement, je tente quand même des demandes de dernière minute sur Couchsurfing, et ça marche. Je me fais héberger par Chantal, une franco-allemande vraiment sympathique qui m'invite par la même occasion à une soirée avec ses amis. Ils me font un peu visiter la ville et on passe un très bon moment entre étudiants tous ensemble. Ce jour-ci, il faisait très chaud, 45 degrés. Pédaler sous la chaleur n'est vraiment pas plaisant. Il fallait en plus que je me consacre un petit jour de repos, car je commençais à ressentir de la fatigue. J'ai donc loué une chambre dans une auberge à 35 € en périphérie de Clèves. Après l'expérience d'hier, j'en ai profité pour organiser mon séjour en Allemagne via Couchsurfing. Second jour de canicule. Il faisait 39 degrés à 10h du matin. Cette forte chaleur est censée durer jusqu'à demain. J'ai eu la chance d'être accepté pour 2 nuits par un couple allemand à Xanten, sur le Rhin. Ça me permettrait de récupérer physiquement et de ne pas rouler beaucoup sous la chaleur. Je n'avais que 20 km à faire et j'arrive à 14h. Yann et Karina, mes hôtes, me proposent d'aller me baigner dans un lac à côté. Ça devait faire 3-4 ans que je n'avais pas nagé et ça m'a fait un bien fou. Le lendemain, j'en profite pour visiter le site archéologique romain de Xanten. Je veux dire que j'ai été un petit peu déçu des ruines. À part un temple et un petit amphithéâtre, il n'y avait pas grand chose. En revanche, le musée était sympathique et très riche en collections. Je termine cette dernière journée de canicule en me baignant dans le Rhin.
Je quitte Karina, Yann et leurs 3 enfants pour Düsseldorf, où j'ai trouvé un hôte sur Couchsurfing. C'était compliqué d'en trouver un car beaucoup étaient déjà en vacances sans avoir actualisé leur profil. Les paysages étaient vraiment jolis. Je longeais le Rhin, passant par des champs, des bois, des villages. C'était très varié et je n'ai pas vu le temps passer. J'arrive à Düsseldorf vers 17h30. Elle a un mélange assez étrange entre bâtiments anciens et d'autres plus modernes. J'arrive ensuite chez Mathias, mon hôte du soir. Quel plaisir de commencer la journée avec le son des cloches résonnant dans toute la ville. La puissance qui en dégageait m'en donnait la chair de poule. Je me dirige vers Cologne. Le temps est frisquet, il fait gris, mais la route est vraiment sympathique. Les paysages sont assez variés. À ce propos, c'est uniquement depuis que je suis en Allemagne que je croise autant de forêts. J'arrive à Cologne vers 14h, où je devais rejoindre Eric, un Français. Il a eu la gentillesse de m'héberger et de me faire visiter la ville. Il faisait gris, mais je trouve que ça donnait un petit charme à la visite. Eric est un genre de guide privé super sympathique. J'aurais vraiment pas espéré mieux comme visite. La cathédrale est juste gigantesque. C'est la 2e plus haute église du monde et c'est juste impressionnant de loin comme de près. Cologne possède beaucoup d'espaces verts qui lui enlèvent ce stress des grandes villes. Elle a une architecture vraiment somptueuse. C'était la ville que je voulais visiter en Allemagne et j'ai vraiment pas été déçu grâce à la visite d'Eric. Merci à lui. Je commence doucement mon retour vers la France. Contrairement à la journée d'hier, ce jour-ci il faisait très beau. En sortant de la ville par le sud, c'était très industriel, mais j'arrive assez rapidement sur une route, me faisant longer le Rhin. C'était magnifique. Je n'avais jamais entendu parler de Remagen. Pourtant, c'était un point stratégique de premier ordre les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale, car elle abritait le dernier pont encore intact sur le Rhin. C'est ici que je me suis fait héberger par Claudia et Bendix, un couple très sympathique. J'ai même eu le droit à une visite de Linz, la cité médiévale de l'autre côté du Rhin. Elle a été très souvent inondée, et il marquait à chaque fois le niveau de l'eau sur les murs. C'est une ville qui a gardé de son authenticité, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Quoi de mieux pour terminer une journée ? Après un bon petit déjeuner, je me remets à pédaler. Je sais pas pourquoi, mais je n'étais pas en grande forme. Je pouvais au moins compter sur les paysages somptueux et le bon temps pour me motiver. Il faut dire que depuis le début du voyage, je n'ai pas rencontré de problème en particulier. Mais tout ne peut pas bien se passer. Au moment de payer mes courses, je me rends compte que ma carte est bloquée. LCL me dit que la seule solution possible est d'aller dans une autre agence LCL.
donc de retourner en France. Il me reste que 7 € en espèces et je décide de les conserver. Je mange ma dernière tranche de pain et le peu de fromage qu'il me restait avant de reprendre la route vers mon hôte, à Gunderat. C'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point le moindre centime est utile. Ma seule solution était de rentrer en France dans les 2 jours qui viennent, car je ne pouvais pas tenir plus avec 7 €. Mais évidemment, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Avec la fatigue, j'enchaîne les montées, le vent est contre moi, le GPS m'indique des chemins qui n'existent pas et des routes en mauvais état. Je suis vraiment épuisé, je suis fatigué, ma carte bancaire ne marche pas, je suis du vélo, elle s'est détachée tout à l'heure, putain ça me saoule, il n'y a rien du tout, il n'y a que des champs, que des champs, que des champs, que des champs. Je pense que c'était la journée où j'ai été le plus psychologiquement stimulé de ma vie. Cet ensemble de facteurs a fait qu'il était très difficile de pédaler, et comme j'avais trouvé des hôtes pour les prochains jours, je ne pouvais pas m'arrêter, car ça décalerait toute mon organisation. Si je peux vous donner un conseil, évitez les routes en forêt quand vous le pouvez. J'adore être dans cet environnement, mais certaines routes sont dangereuses à prendre. Des chemins n'existent pas, vous n'avez pas beaucoup de réseau, voire pas du tout. S'il y a un problème, vous êtes dans le pétrin, il n'y aura personne pour vous sauver. C'était un moment vraiment tendu car je n'avais pas le moyen de rejoindre une vraie route alors que le soleil commençait à se coucher. J'ai pris le risque de continuer tout droit et j'ai pu couper à travers champs pour rejoindre une départementale. J'arrive vers 22h, alors que j'avais prévu d'y être pour 19h. Gautam a été vraiment compréhensif de la situation. J'étais tellement content d'être arrivé qu'au final ça ne nous a pas empêché de passer un bon moment. Depuis le début du voyage, je n'étais pas loin du niveau de la mer, car je suivais les fleuves, et de manière générale, le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas sont plutôt plats. Ma plus grosse erreur a en fait été de ne pas vérifier le relief de l'itinéraire et de suivre bêtement le GPS. Il faut dire que les grosses montées sont certes particulièrement fatigantes, mais elles offrent à l'inverse de belles descentes sensationnelles, et aussi une vue somptueuse que je n'avais encore pas vue durant ce voyage. Autant vous dire qu'après le bon dîner que j'ai eu avec Gautam, j'ai très bien dormi. Se réveiller avec l'air frais d'un petit village au milieu des collines est vraiment une sensation agréable. J'ai expliqué mon problème de carte bancaire à Gautam. Il m'a proposé d'emmener des sandwichs pour le déjeuner, et c'était vraiment trop généreux vu la situation. Je reprends ma route vers Trèves, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise. J'ai encore ce problème de chemin fantôme en forêt, m'obligeant à passer dans les ronces avec mon vélo et perdre plus d'une demi-heure pour faire 200 mètres. Hormis ça, c'était magnifique. L'avantage d'avoir fait les montées hier, c'est que j'avais toutes les descentes aujourd'hui. Pareillement, je retrouve de très longues pistes cyclables toutes lisses sur des dizaines de kilomètres, alors qu'hier c'était principalement des chemins de terre. Les paysages étaient vraiment somptueux. Voilà pourquoi j'aime le vélo. On est plus rapide qu'un piéton, les longues distances sont faisables plus aisément, mais on est aussi beaucoup plus lent qu'une voiture ou une moto, ce qui permet de prendre le temps d'apprécier les paysages, de parler aux gens, d'être plus libre pour visiter les villes, s'arrêter où et quand on veut. J'arrive vers 18h et je rejoins Léa et Gasper, mes hôtes du soir. Ils me font une petite visite de Trèves et m'offrent même une glace, que je ne pouvais évidemment pas me payer. Elle a l'aspect d'une grande ville. On y trouve tout ce dont on a besoin avec de beaux monuments, mais elle conserve aussi l'ambiance relativement apaisée d'une ville plus petite. Un vrai coup de cœur. Je décide de prendre une vraie journée de repos, c'est-à-dire de ne pas faire un seul mètre avec mon vélo.
chose que je n'ai encore jamais fait. Je l'ai poussé jusqu'à une auberge de jeunesse en ville, où la chambre m'a coûté 25 € et où j'ai pu y laisser mes affaires. Cela m'a permis de trouver une solution à mon problème de carte bancaire. Avec Western Union, une personne peut vous envoyer de l'argent via des points de retrait en banque. C'est ma mère qui m'a aidé. J'ai pu refaire des courses pour le lendemain. Arrivé dans ma chambre, je fais la rencontre de Jess, un Belge d'Anvers, et de Thomas, un Allemand de Münster. On a très vite sympathisé et on a passé la soirée ensemble. Initialement, je n'aimais pas trop les auberges de jeunesse car il y a du va-et-vient, beaucoup de personnes dans la chambre. Mais finalement, les 2 expériences en auberge que j'ai eues m'ont permis de rencontrer des personnes vraiment formidables et de passer un bon moment. Je pars de Trèves à 10h pour le Luxembourg. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres pour le soir via Couchsurfing. Cette journée de repos m'a fait beaucoup de bien. Je sentais à nouveau de la force dans les jambes et pédaler redevenait un plaisir. Pour aller au Luxembourg, je longeais la Moselle sur une piste cyclable et peu de temps après, j'y arrivais enfin. Il faut dire qu'il y avait déjà beaucoup moins de pistes cyclables que dans les précédents pays. Mais c'était relativement calme, donc pas du tout dérangeant. J'ai bien aimé la campagne luxembourgeoise. C'est vraiment relaxant et paisible pour un cycliste. La langue officielle du Luxembourg, c'est le luxembourgeois. Un dialecte allemand avec des apports français. Au moment de déjeuner, je reçois la confirmation de Xavier, un luxembourgeois qui habite près de la frontière belge. J'arrive à Luxembourg par l'aéroport, le quartier des affaires et institutionnel. Puis je rentre dans le cœur de la ville, qui s'étend dans une vallée et les monts autour. C'est vraiment beau, et c'est ce que j'ai apprécié le plus, car je n'ai pas eu le temps de visiter correctement la ville. Je devais reprendre mon chemin. J'arrive vers 21h, où j'ai été accueilli par Xavier. C'était très intéressant d'entendre ses expériences de voyage et quelques anecdotes sur le Luxembourg et l'Allemagne. C'est ma dernière nuit à l'étranger. Je repars vers 8h, ligne droite à Montmorency. Je passe par les Ardennes belges. Comme à l'aller, dès qu'on passe la frontière, une piste cyclable apparaît. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai trouvé la Wallonie plus rurale que les Flandres. Il faut aussi dire que je suis dans les Ardennes et que c'est aussi beaucoup de forêts, forcément. J'arrive enfin à la frontière française après un séjour de plus de 2 semaines chez nos voisins. La fin arrivait tout doucement, mais j'avais encore plein de choses à découvrir. Je me retrouvais en pleine campagne et Couchsurfing était désert aux alentours. Vers 20h, je vois une famille en train de dîner dehors. J'hésite à les déranger pour demander s'ils ont un endroit où je pourrais dormir, puis me disant que je n'ai rien à perdre, je tente quand même. Je me fais accueillir par Bruno, le maire de Tannay, du village à côté, et sa femme Marie-Claire, qui me propose de les joindre à dîner avec la famille de leur fille. Parler avec de vrais paysans était très enrichissant. En tant que citadin, j'avais du mal à m'imaginer le travail colossal qu'ils font. C'était une très belle soirée. Le lendemain matin, je prends le petit déjeuner avec mes hôtes. Je me rends compte que mon portable n'a pas chargé de la nuit, ce qui me fait partir à 11h30.
Bruno et Marie-Claire me laissent des œufs durs de leur poule et des tomates du jardin pour accompagner mon déjeuner. Je me dirigeais du côté de Soissons en longeant le canal des Ardennes. En approchant de Soissons, je passe par le chemin des Dames, malheureusement connu pour avoir été une sanglante bataille de la Première Guerre mondiale. C'est aussi ça que j'ai apprécié dans ce voyage à vélo. Comme j'ai très vaguement préparé l'itinéraire, j'enchaînais surprise sur surprise. Pareil que pour la Porte à Nigra à Trèves, je les avais déjà connus par le biais de lecture, mais je ne m'attendais pas à les croiser pour de vrai. Après plus de 90 km, je décide de m'arrêter à Heuillé, dans un petit village. J'avais prévu pour la première fois depuis le début du voyage de dormir à la Belle Étoile, près de l'église. Mais il se met à pleuvoir et je dois m'abriter. Alors que je réfléchissais à quoi faire, Nicolas, un habitant, me propose de boire une bière avec lui et m'invite à dormir sur son canapé. Pour une fois, je pensais vraiment dormir dehors. Je ne sais pas si c'est de la chance ou le destin, mais c'est vraiment tombé du ciel. Je réalise à quel point il y a toujours des gens sympathiques, peu importe où on se trouve. En fait, il suffit juste de tomber sur eux. Je pars à 8h de chez Nicolas. 140 km me séparent de Montmorency. Je compte rentrer aujourd'hui, peu importe le temps que ça prendra. Partout sur le chemin, la guerre a laissé ses traces. Près de Soupir, se trouvent plusieurs cimetières militaires. J'arrive à Soissons, où je trouve les premières pistes cyclables urbaines depuis que je suis en France. Et encore, il n'y en avait pas beaucoup. En dehors de la ville, le GPS voulait me faire prendre la Nationale 2. Mais vu le trafic important, je décide de prendre des départementales autour. Là j'étais sur la Nationale 2, c'est hyper stressant. Vraiment c'est... En vélo c'est pas faisable. Vous pouvez faire peut-être un petit parcours de 10 minutes quoi, mais après c'est... Vous risquez de tomber vraiment sur le véhicule qui va vous percuter, hein. Sans rigoler, ils vont vraiment vite et... Ils font pas attention quoi. Je vous déconseille très fortement de prendre ces routes. Les véhicules à côté roulent tellement vite que le moindre choc pourrait être fatal. Sans compter les appels d'air qui vous déséquilibrent. Je fais un gros détour en m'écartant de cette nationale. Je passe par la forêt de Retz. J'ai pratiquement toujours eu des soucis dans les forêts dans lesquelles j'étais allé. Entre autres de mauvaises routes ou des chemins impraticables, où la nature a complètement repris ses droits. Alors là je suis dans la forêt domaniale de Retz, donc c'est pas très loin de Soissons, et franchement je m'éclate. Je sais pas pourquoi cette forêt en vélo elle est vraiment trop bien. Les routes sont pas trop mal franchement, et ça monte un petit peu, donc il n'y a pas forcément besoin de descendre du vélo. La vitesse est assez régulière, et après il y a des descentes, vraiment ça fait plaisir quoi. Mieux que le parc Astérix. Et c'était ça depuis le début du voyage. Après l'effort, le réconfort. Quand on se retrouve vraiment dans le pétrin, comme sur la nationale, ça ne peut qu'aller mieux après. Ou pas. Je me prends du vent en continu sur des heures entières, et mon portable s'éteint définitivement à 20%. Le câble qui le reliait à ma batterie ne marche plus, et je me retrouve totalement perdu sans GPS. C'est là que je réalise à quel point il faut toujours avoir une carte.
Il ne me restait que 40 km, mais il était 20 h et je n'avais aucun moyen de me diriger. Dans la ville à côté, Saint-Marc, je demande à un couple très sympathique, Manon et Yann, s'ils peuvent me prêter une prise pour charger mon téléphone. Comme ça prenait un moment, ils m'ont invité à dîner avec leurs enfants, puis, compréhensifs de la situation, ils m'ont prêté leur chambre d'invité pour la nuit. Ils avaient mis les informations et c'était dingue de voir à quel point j'étais dans une grotte pendant 3 semaines. Depuis le début du voyage, en 24 nuits, j'ai dormi 3 fois dans des auberges, 3 fois dans une tente, 10 fois via couchsurfing et 8 fois spontanément chez les gens. C'est totalement subjectif, mais maintenant je trouve ça dingue de payer une chambre dans laquelle je vais rester seul sur la totalité des vacances. Voyager, ça coûte pas cher, et le plaisir qu'on va y prendre n'est pas toujours proportionnel à l'argent qu'on y dépense. Alors moi j'ai dépensé une dizaine d'euros par jour, sachant que la moitié elle est dans l'alimentation. On peut faire moins ou on peut faire plus, je pense que ça dépend de chacun, mais il faut surtout que ça reste un plaisir en fait. Et surtout il faut pas profiter de l'accueil des gens juste dans le but de pas payer, parce que c'est vraiment une mentalité de merde et ils le ressentiront aussi de toute façon. Après un bon sommeil, je reprends la route. Il ne me restait qu'une quarantaine de kilomètres. L'itinéraire passait en plein milieu de l'aéroport Charles de Gaulle. C'était assez stressant, malgré que j'ai souvent des pistes cyclables. Vu le trafic, j'allais même parfois plus vite que les voitures. Après l'aéroport, le calme de la campagne que j'ai vu pendant 3 semaines était définitivement perdu. C'était juste frustrant de voir comment les pistes cyclables n'étaient pas respectées. Entre les poubelles, les piétons, les voitures garées. Mon voyage touchait à sa fin. C'est juste dingue de voir tout ce que ça m'a apporté sur le plan personnel, mais surtout les personnes que j'ai rencontrées et qui ont échangé avec moi ont fait que chaque jour était une nouvelle aventure, et pour ça je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup.